Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Ababou et Monsieur Dre et on continue notre série de cours sur la situation aujourd'hui dans le monde qui, bien sûr, est très, très difficile, comme on le sait. Et je voulais juste faire une toute petite présentation et après je cède la parole à nos amis. Effectivement, comme on le sait, on est à la fin du 6e millénaire et on est très proche de la délivrance finale. Et le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, le Erev Rav dominera le monde entier et surtout en Israël. Le Erev Rav se propagera et s'introduira à l'intérieur du peuple juif pour le détruire de l'intérieur. Et dans le livre Kol Hator, qui est un Rav qui s'appelle le Rav Sokolov, qui était un élève du Gaon de Vilna, il écrit que le plus grand combat d'Israël sera justement contre le Erev Rav qui se trouve à l'intérieur du Ham Israël. Et il dit que ça sera plus dur encore que le combat avec Esav et plus dur encore que le combat avec Ishmaël dans le livre Kol Hator, un livre absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous conseille de l'acheter et de le lire parce que c'est un livre fabuleux. Et il dit que le dernier grand combat d'Israël sera avec le Erev Rav qui se trouve à l'intérieur d'Israël. Et il rajoute même que c'est le Erev Rav qui, sous la table, va demander à Gog de venir détruire Israël. Ça veut dire que c'est le Erev Rav qui se trouve en nous, qui va faire un lien avec Gog pour le faire venir et attaquer Israël. Évidemment, c'est à ce moment-là que le Mashiach se dévoilera et j'espère que les choses changeront. Mais en tous les cas, on est aujourd'hui dans une situation vraiment très, très, très difficile. Et je cède la parole maintenant à nos amis pour avoir plus de profondeur dans ce qui doit être dit aujourd'hui. Voilà. Chaim, bonjour, bonsoir. D'abord, je voudrais préciser quelque chose de très important. Le Zohar dit 73 ans. Le Erev Rav régnera en Israël pendant 73 ans. Et le chiffre 73 est très très important. C'est tout simplement un code, évidemment. C'est-à-dire que nous sommes arrivés maintenant à la fin des 73 ans. Nous rentrons dans la 74e année. On rentre dans la 74e année maintenant? Oui. Donc, si vous voulez, les événements vont s'accélérer. Le RF Rav et l'ensemble des puissances qui sont ennemies d'Israël, qui nous ont pénétrés complètement, vont être progressivement démasqués. Et ça, c'est le travail, si vous voulez, de ce qu'on appelle le Mashiach. Et à partir de ce moment-là, en se sentant démasqués, comme vous venez de dire très justement, Chaim, ils vont réveiller les nations contre Israël. Parce qu'ils sentiront leur fin proche. Voilà exactement, d'après ce que je comprends, d'après ce que je ressens, ce qui va se passer. Maintenant, je laisse la parole à mon ami Louis pour parler du mal dans le monde. Voilà. Bien, alors je voudrais préciser qu'on a eu une longue absence, puisque un cours que nous avions réalisé ensemble n'a pas pu, pour des raisons techniques. Non, malheureusement, j'ai fait la bêtise de l'effacer sans m'en rendre compte. Il n'y a pas, comme vous savez, Rav, et ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, il n'y a pas de hasard. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça a été reporté pour ce soir, pour que le Exactement. Beaucoup plus percutant. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec Fabien Rocher, ce soir, j'avais du solide par rapport à les intrigues que mène l'État profond dans ce monde pour comprendre exactement, même si on sait les liens avec les liens maçonniques qui datent depuis l'Antiquité, mais là, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la situation présente. Comment ce mal a pu se diffuser à un point redoutable. D'autant que vous l'avez signalé, les maîtres disent que ce sera peut-être au sein d'Israël que le combat sera le plus terrible. Mais Israël, le peuple le plus infiltré de la terre, le premier qui a commencé à infiltrer des étrangers dans notre peuple, c'était Pharaon, comme Rachid le dit.
quand on est sorti d'Égypte, il a fait rentrer les enfants de Bilam qui ont pris la tête du Erev Rav, et c'est eux qui ont fait la faute du veau d'or. Et ça fait des millénaires qu'on est complètement infiltré par des gens qui se font passer pour des juifs et qui ne le sont absolument pas. Bien sûr. Alors, justement, pour éviter des commentaires d'étiquettes complotistes, parce qu'il y a toujours des gens qui ne se satisfont pas de cette manière d'analyser la situation, je vais vous citer mot pour mot des personnages qui ont disparu aujourd'hui, donc on risque rien, et qui, par leur carrure politique, ont été au fait de ce qui se passait dans les coulisses. Alors, par exemple, Woodrow Wilson, qui a été président des États-Unis, le 28e président, les dates de Woodrow Wilson, c'est 1856-1924. Et dit-il… Il était président des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. La première. La Première Guerre mondiale. La première. Oui, oui. Alors, il s'adresse à un ami qui s'appelle Coningsby. Il lui dit, voyez donc, mon cher Coningsby, que le monde est gouverné par des personnages très différents de ce qu'imaginent ceux qui ne sont pas dans les coulisses du pouvoir. Déjà. Et si on remonte un peu avant, on a un personnage que vous connaissez, Benjamin Disraeli, en Angleterre. Et c'était, alors là, c'est un substrat que je vais vous dire. L'avènement de la révolution industrielle, dit-il, l'invention du système bancaire basé sur l'autre et les avancées scientifiques et technologiques au cours des 3 derniers siècles ont eu pour conséquence majeure. Ils ont rendu possible l'incroyable concentration des richesses entre quelques mains. On parle de 1800, il y a 2 siècles. 1820 à peu près. 1820. Et qui ont conduit à la construction d'armes de plus en plus meurtrières jusqu'aux armes de destruction massive, 2 siècles avant notre période actuelle. Vous rentrez, Chaim, vous vous rendez compte, en 1820, on parle d'armes de destruction massive. Alors, ils ont permis de façonner l'esprit de vastes populations par l'application de techniques scientifiques à travers des médias et du contrôle du système éducatif. Les familles les plus riches de la planète mènent la barque dans tous les grands bouleversements qu'elles provoquent. Leur sphère d'activité s'étend dans l'ensemble du globe et même au-delà. Leurs ambitions et leur avidité pour la richesse et le pouvoir ne connaissent aucune limite. Et pour elles, la majeure partie de l'humanité est un déchet humain. Leurs objectifs est également de dépeupler l'humanité. Il y a 200 ans. Hein. Benjamin Disraeli. Un juif? Oui. 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 Il est d'origine juive. Oui, absolument. Mais il parle contre le complot ou il est avec? Contre le complot. Ah oui. Contre le complot. Donc, vous avez plus proche de nous un Winston Churchill qui a fini par être ennuyé par tout cela. On parle des années 1920, de l'époque de Spartacus, qui était Adam Weishaupt, c'était son nom dans les loges Illuminati, à celle de Karl Marx. Un instant, Spartacus faisait partie des Illuminati? Non. Le nom de Adam Weishaupt, c'est un surnom. Il faut que vous sachiez que c'était un procédé que même Theodor Herzl, à un moment donné, avant le cheminement qu'il avait fait et cette révélation qu'il avait eue pendant l'affaire Dreyfus, il était dans des cercles tentant de se faire admettre par les étudiants autrichiens. Dieu sait si l'antisémitisme était fort en Autriche. Et il avait un nom. Il s'appelait Tancred. Les chevaliers qui allaient pour délivrer Jérusalem. Tancred. Vous voyez un petit peu où il était. Et le basculement. Bien. Alors, Spartacus Weishaupt, puisque c'est son nom. Spartacus est un surnom. Hein. C'est un surnom. À celle de Karl Marx, en passant par Trotsky et Rosa Rosenblum et compagnie. Mais Trotsky il faisait partie des Illuminati, des francs-maçons, Trotsky? Il a été, quand je vous l'ai révélé
cours précédent, dans ce dévoilement de cette mainmise pour contrôler les révolutions. Il a été en poste aux États-Unis, formé avec des hommes de milice pour être envoyé vers la Russie. Vous savez très bien que pour actionner des révolutions, il faut des agitateurs. Donc, ce fut un grand agitateur, et je vous avais dit dans une précédente vidéo, la preuve que c'était une immense conspiration menée par la finance américaine, c'est que la Russie a versé 600 millions de roubles or, c'était pas du top, c'est de l'or, c'est pas des dollars qui valent rien, c'est de l'or, vers les États-Unis entre 1918 et 1920, c'est-à-dire au tout début de la Révolution. C'est-à-dire ils ont opéré de la même manière qu'ils ont opéré avec les banques centrales en Europe, ils ont vidé leurs coffres. Voilà. C'est-à-dire le plus grand braquage qu'on puisse imaginer. Oui, je voudrais là insister sur un point que Louis a soulevé, qui est très très important. Il faut savoir que la plupart des pays européens à l'époque, avant les années 30, étaient des pays qui étaient porteurs d'or, c'est-à-dire que nous étions dans le gold standard, c'est-à-dire la libre convertibilité hors des monnaies. D'accord? À partir de ce moment-là, les monnaies avaient une contrepartie. Et les États-Unis, pour pouvoir mettre leur pouvoir, leur contrôle sur ces économies et sur ces monnaies, ont demandé de déposer en leur sein, notamment à la Federal Reserve Bank qui a été créée, on le sait, en janvier 1913, de déposer une bonne partie de leur réserve d'or. Et des pays comme la France ont été contraints à le faire, et donc ils se sont retrouvés vraiment sans or à la veille de la crise de 29 et au début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas seulement, et l'Angleterre aussi s'est trouvée comme ça, et un pays comme l'Italie s'est retrouvé comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez les avoir en or des pays européens, sont la plupart du temps, disons aux 3/4, déposés à la Federal Reserve Bank américaine, sous forme de dépôt, mais en fin de compte sous forme de contrôle. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette manne de dépôt or aux États-Unis a permis au dollar de se développer et de devenir une monnaie centrale internationale, une monnaie de réserve internationale, et à partir des accords de Bretton Woods, n'est-ce pas, jusqu'en 1971, les Américains ont réussi, grâce au stock d'or, qui n'était pas forcément américain, qui était beaucoup brésiliens, italiens, français, anglais, ont réussi à maintenir une parité relativement fixe de à peu près 0,75%, si je me souviens bien, jusqu'en 1971. En 1971, le président Richard Nixon, après une crise inflationniste extrêmement sérieuse, extrêmement grave dans les années 69-70, a été obligé de changer d'abord son secrétaire d'État au Trésor et son président de la Fed. Il a mis un ami intime qui était M. Burns, et là, le président Nixon se permettait de donner des ordres à la Federal Reserve Bank au niveau de la politique monétaire, mais pas au niveau de la création monétaire. Et à partir des années 71, il y a eu, si vous voulez, une sorte de décantation de la monnaie. La monnaie a commencé à évoluer en haut et en bas, selon des marges de fluctuation extrêmement élargies. Aujourd'hui, évidemment, la monnaie évolue à la hausse ou à la baisse, absolument sans aucun contrôle, en fonction directe du marché, mais d'un marché qui est complètement surchauffé et complètement contrôlé par certaines personnes, et notamment par certains milieux financiers. De toute façon, cette manipulation sur le papier-monnaie par rapport à la valeur contrepartie dollar, il faut le savoir, c'est que déjà, même avant la création de la Fed en 1913, qui était la grande institution qui a manipulé énormément de choses dans le monde et qui en fait avait les leviers économiques sur la finance mondiale, eh bien, les premières émissions de dollars papier n'avaient qu'en contrepartie que 20% de la valeur or, qui avant, eh bien, les transactions se faisaient à valeur égale par rapport à l'or. Donc, on a commencé jusqu'à la fin du système
qu'il vient d'évoquer, l'année 71, la déconnexion entre le dollar et l'or, où là, ça valait plus rien du tout. Et là, on est rentré dans une phase de l'histoire économique qui, en fin de compte, explique la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, c'est que c'est le serpent monétaire. Les marges de fluctuation dont il parlait, Giscard d'Estaing venait s'asseoir à la cheminée le soir pour expliquer aux Français les fluctuations qui étaient possibles, c'est-à-dire, en fin de compte, il appelait ça le serpent monétaire. Oui, mais les marges de fluctuation qui à l'époque étaient relativement fixes, ils étaient à peu près à 1,5%, d'abord un 25, après 1,5, ont été élargies à partir des années 76, notamment les accords de Jamaïque, 1979. À partir de ce moment-là, c'est devenu de moins en moins contrôlable. Nous sommes quand même il y a plus de 40 ans. Alors imaginez-vous aujourd'hui, Chaim, hein, nous sommes il y a plus de 40 ans. Hein, d'accord, le SME, le système monétaire européen, a été créé dans les années 79 et à partir de ce moment-là, avec une monnaie qui n'était pas une monnaie qui s'appelait l'écu, l'européenne currency unit, c'était une valeur de transaction interbanque centrale qui était, si vous voulez, l'essence de l'euro. Et quand vous voyez l'euro, comment ça a été construit, l'euro a été construit particulièrement à partir du mark allemand. Et ils ont calculé, les experts ont calculé des coefficients de convergence et de divergence, de manière à ce que le franc puisse avoir un coefficient de divergence moins élevé que la lire italienne ou que la monnaie portugaise, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que l'euro? C'est un marque allemand déguisé. C'est une arme de l'Allemagne, évidemment octroyée évidemment par les Américains, par la Banque centrale américaine, de manière à pouvoir dominer une bonne partie du marché européen. Et je voudrais vous poser une question. Comment vous comprenez aujourd'hui l'augmentation tout augmente aujourd'hui, et surtout en Israël. Qu'est-ce qui se cache derrière cette augmentation? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, il faut comprendre que l'inflation, elle n'est pas conjoncturelle. C'est-à-dire, elle n'est pas due forcément, certainement pas d'ailleurs, à l'Ukraine ou ce qui se passait avec le Covid, avec le virus. C'est une inflation qui était sous-jacente, qui était cachée. C'est une inflation, ce qu'on appelle une inflation rampante. Et cette inflation rampante, elle existe depuis au moins 40 ans. Mais le problème, elle prenait forme et elle se voyait dans certains secteurs. C'est ce qu'on appelait, c'est ce que l'économiste appelle l'inflation sectorielle. Il y avait des inflations sectorielles très importantes, notamment par exemple dans l'immobilier, par exemple dans l'armement, par exemple dans le pétrole. Le pétrole pouvait atteindre des fois $100 le baril, etc., pour redescendre après. C'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, un jeu inflationniste, une sorte de surchauffe de l'économie qui a été plus ou moins contrôlée, aujourd'hui de moins en moins contrôlée, mais qui n'a rien à voir en fait avec ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe avec le corona. Alors, quelle est la raison réelle de cette augmentation dans le monde entier? La raison réelle, c'est tout simplement d'appauvrir d'appauvrir les peuples. C'est-à-dire de diminuer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un rapport entre le revenu et les prix. Vous voyez, si les prix montent et le revenu est constant, alors automatiquement le pouvoir d'achat, la capacité d'achat est très très amoindrie. Maintenant, il y a de nombreux types d'inflation. Il y a ce qu'on appelle l'inflation par la demande, il y a l'inflation par l'offre, il y a l'inflation importée, il y a l'inflation financière, il y a l'inflation galopante. Il y a de très nombreux types d'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est comme un cancer, vous voyez. Ça commence tout petit, mais si on ne fait pas attention, parce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait l'inflation, et les États ont intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation aujourd'hui, parce qu'évidemment, quand il y a de l'inflation, la dette baisse. La dette baisse. Elle est reliée par le fait que la valeur marchande de la monnaie baisse. Il y a une sorte de dévalorisation monétaire. Et à partir de ce moment-là, les grands gagnants, ce sont, si vous voulez, les créditeurs. Les créditeurs, parce qu'évidemment, ceux qui ont des dettes sont encore de plus en plus endettés, mais pour finir, n'est-ce pas, sont de plus en plus endettés. C'est pour ça qu'il faut augmenter les taux d'intérêt. De manière, en augmentant les taux d'intérêt, eh bien, on va permettre à la demande d'être amoindrie pour lutter contre cette fameuse inflation par la demande. C'est pour ça que nous voyons ici, aujourd'hui, Chaim, une sorte d'augmentation des taux d'intérêt, mais c'est extrêmement dangereux parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, on endette les ménages, on endette les consommateurs, mais aussi
mais aussi, et peut-être même surtout, on crée un système de panique au niveau, par exemple, boursier, etc., qui fait que la confiance s'amoindrit et se sclérose. Et à partir de ce moment-là, on va vers une crise, une crise structurelle de type, non pas déflation, mais c'est encore plus grave que déflation, c'est une sorte d'implosion de l'économie, parce que tout simplement, les tensions sont tellement fortes. Vous voyez, il y a un emballement et à partir de ce moment-là, les tensions sont tellement fortes que cela peut faire tout simplement une dépression, un effondrement de tout le système économique parce que les équilibres ne tiennent plus. Voilà, en un mot, hein, je suis… Voilà. Et vous, Monsieur Drey, comment vous voyez le phénomène de cette augmentation des prix partout dans le monde? De toute façon, ça remonte à un cours précédent et j'avais expliqué que la doctrine secrète économique des États-Unis était résumée par la formule de John Adams qui avait dit en son temps, dans les années 1800, il était président des États-Unis, nous dominerons le monde par la dette ou par l'épée. Or, on arrive à la situation d'aujourd'hui où, depuis 40 ans, peut-être même 50, puisque c'est dès la désindexation du dollar, on a émis, dans le monde de la fausse monnaie. Si vous, par exemple, en tant qu'individu citoyen, vous alliez faire vos courses depuis 50 ans avec des chèques en bois, il y a longtemps, vous seriez en prison. Donc, ça n'a pas été possible parce que l'organisme émetteur de ces monnaies, ben, c'était les États-Unis. C'était la Fédérale Réserve, puisque ça a coûté la vie au président Kennedy d'avoir envisagé de reprendre le contrôle de la monnaie à la Fed, qui est dirigée par un conseil de 12 banques internationales, et ils se sont dit, ça, c'est notre fin, parce que, comme disait à l'époque un très très grand financier, donnez-moi la monnaie et je dirigerai le monde. Et c'est donc le dollar. Donc, en fin de compte… Ce qui veut dire que Kennedy a été assassiné parce qu'il voulait reprendre des choses en main. C'est une des vraies raisons. C'est une des vraies raisons. Alors maintenant, sur l'inflation qui appauvrit les ménages, ben, c'est la résultante de… Les économistes le savent et crient gare à cette pratique de produire de la fausse monnaie, puisque un jour, eh bien, le diable vient redemander son dû. Et c'est ce qui arrive. Alors, comme la formule de John Adams, c'était la dette ou l'épée, aujourd'hui, la capacité de produire de cette fausse monnaie est arrivée à son expansion maximum. Il n'est plus possible, par rapport à tous les ratios économiques de l'économie, d'en produire plus. L'Amérique a une dette qu'elle ne remboursera jamais. Les États européens se sont lancés également avec l'euro et la Banque européenne à produire pour soutenir leurs banques, leurs engagements de la production. Donc, il faut bien qu'il y ait un responsable de tout ça. Donc, personne… Et à votre avis, qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est la haute finance qui est à la manœuvre et qui va aujourd'hui, par le biais de ce conflit, le premier, qu'on a vu naître depuis le mois de février en Ukraine, pousser à la roue avec derrière les engagements de tout le complexe industriel, militaro-industriel et compagnie. Il y a une collusion entre haute finance et là. Alors, le problème, c'est qu'on est en train de jouer avec le feu et ce qui est en train de se passer là-bas peut échapper aux dirigeants, glisser vers un conflit d'une dimension que j'ose pas même imaginer. Les chrétiens parlent de l'apocalypse, ça pourrait être apocalyptique, comme on dit. Ça pourrait être apocalyptique. Et j'ai une autre question. Comment vous comprenez, bon, c'est une question un petit peu différente, mais je pense qu'elle est liée à tout ce qu'on dit. Comment vous comprenez que Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir? Comment vous le comprenez? Je pense que d'abord, il y a une poussée du peuple pour démasquer les forces qui ont mené le pays à la situation où on est et qui sont dirigées, vous l'avez évoqué, par Erev Rav.
Mais moi j'appellerais ça, il n'y a pas de logique politique, c'est la main de Dieu dans l'histoire. Maintenant, il est certain qu'il faut être naïf pour penser que Bibi est arrivé, qu'avec une baguette magique, il va transformer la situation. Non, le premier rapport difficile qu'il va avoir d'abord, c'est une alchimie d'ailleurs de nommer ce gouvernement qu'il a là, parce qu'il est surveillé de très très près par les États-Unis. Et les Américains disent que si Ben Gvir arrive au gouvernement, s'il est ministre, il casse les liens avec Israël. Absolument. Il dévoile exactement une chose fondamentale, c'est qu'Israël n'a plus de souveraineté depuis longtemps, depuis la guerre des 6 jours, où les avions cargo américains ont déversé leur armement ici. Ils se sont alignés sur l'Amérique et de toute façon, vous le savez, on ne peut pas évoquer ça parce qu'il y a des limites du langage. L'affaire d'Oslo et le meurtre de Rabin, on pourra en parler. On sait très bien qui est derrière. Voilà, voilà. Donc, Shalom Travers, très peu pour moi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la haute politique. Israël est devenu un vassal des États-Unis depuis cette période-là. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Fabien, dans la doctrine des rites écossais, du grand maître dont la statue est à Washington, c'est Albert Picq, 33e degré. C'était un homme fabuleux, paraît-il, parlant 10 langues couramment, quelque chose d'unique. Il avait dit, le plan, c'est l'inverse du plan de Dieu. Parce que le Chafetz Chaim avait dit, il y aura 3 guerres mondes, 3 phases de Gog et Magog. Lui avait dit, 100 ans avant, nous provoquerons 3 guerres. Effectivement, la Fed, vous le savez bien, elle a provoqué la guerre 14-18 en faisant combattre les Allemands là et en fin de compte en finançant les deux en même temps. Et la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qui a fait monter Hitler au pouvoir. La troisième, Albert Picq avait dit, nous ferons combattre, et c'est la réalité d'aujourd'hui, le sionisme et l'islam. C'est-à-dire qu'avec une vision pareille, il était impossible d'instaurer une paix, la paix des braves au Moyen-Orient. C'est ça. Or, aujourd'hui, vous me posiez la question, comment on est surveillé, observé? C'est qu'une reprise en main de la souveraineté israélienne sur sa terre, c'est pas évident. Mais il y a la main de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est toujours en exil, même si on est sur notre terre, on est toujours dépendant finalement des nations, surtout les Américains. Dans le sens que de l'inspiration du peuple juif depuis des siècles à sa rédemption sur sa terre, eh bien, c'est ce que vous avez expliqué dans la statue de Daniel, et vous avez dit que la dernière partie, c'est évidemment les 2000 ans que Édom domine Israël, mais au bout de la chaussure, vous aviez dit, il y a un Spitz. Alors ce Spitz, c'est l'intervention d'Israël, d'Ishmaël qui a une collusion avec Édom. Mais c'est une brique qui est relativement rapide, à notre égard, à notre niveau, c'est long. Mais à l'échelle de l'histoire, 73-74 ans, c'est rien du tout. Alors, on vient de boucler, et c'est des grands maîtres qui ont dit, ce sera la souveraineté des rêves rares pendant 73 ans, en collusion avec Ishmaël, et les portes de la rédemption s'ouvriront après. Alors, effectivement, moi, la rédemption d'Israël ne passera pas par son cas personnel, ça passera par un changement mondial. Et malheureusement, les rites écossais d'Albert Picq avaient pensé qu'ils provoqueraient une guerre entre le sionisme et l'islam. Eh bien non, ça sera ce qui est écrit dans le Zohar, c'est-à-dire que ce sera Édom qui combattra l'islam. Mais quel islam? Vous le savez, c'est l'islam chiite, puisque l'islam sunnite est en phase aujourd'hui. Le Talmud dit clairement que la guerre de Gog, c'est l'union entre les Occidentaux, pour moi c'est les Américains, avec la Perse, donc les Iraniens. C'est marqué au tout début de Maseret Avodah Zarah. Nous en avons la preuve par 9 aujourd'hui, dans la mesure où Poutine a eu besoin de l'armement iranien et qui s'est créé aujourd'hui un axe entre Moscou et Téhéran.
Donc, jusqu'où ça va aller? Dernièrement, nous venons d'apprendre que l'Iran est prêt à livrer des missiles balistiques également, que des officiers iraniens sont sur le terrain en Ukraine. Donc, compte tenu que la Corée du Nord est sur les rangs également pour fournir, c'est tout un axe, on va dire l'axe du mal. Mais pour l'empire des Dômes, qui sont les États-Unis avec ce qui a été leur puissance, le dollar, c'est pas ça l'enjeu majeur. L'enjeu majeur pour eux, ça c'est le plat c'est le hors-d'œuvre, c'est la Chine. Et ils savent très bien que c'est aujourd'hui ou jamais. Et les choses se précipitent. Je veux vous dire. Vous pensez qu'il y aurait une guerre entre les Américains et la Chine? C'est certain. Je vais vous dire pourquoi. Puisque jusqu'à présent, même avec Trump qui avait durci le ton et tout avec la Chine dans sa guerre économique, il ne s'était pas attaqué à ce problème. C'est que l'économie chinoise est très demandeuse de microprocesseurs. Or, il vient de donner des instructions aux firmes américaines d'une interdiction totale d'exportation de microprocesseurs sur la Chine. Alors, dans un contexte comme ça, sachant qu'il y a une demande en Chine des industriels, il ne reste plus qu'une source pour s'approvisionner. C'est Taïwan. Mais maintenant… Taïwan produit 70% de la population du monde entier. Hein. Mais maintenant, le timing, il se resserre encore plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Biden a demandé à démanteler les usines qui produisent le microprocesseur à Taïwan. Donc, les Chinois ne vont pas attendre le démantèlement des usines si ça doit être leur seule source d'approvisionnement. Donc, on risque aujourd'hui, le grand dirigeant chinois, Jinping, là, il a demandé aujourd'hui au comité central, s'adressant à l'armée, préparez-vous à la guerre. Ah, aujourd'hui, il a dit ça? Il y a 2-3 jours. Ah oui? Préparez-vous à la guerre. Il est évident que la Chine, sans microprocesseurs, sans avoir ce monopole de la production de microprocesseurs, s'effondre. C'est une question de survie. La Chine a des entreprises qui sont, contrairement à ce qu'on pense, extrêmement endettées. Extrêmement endettées. Et donc, s'il n'y a pas cette ressource extérieure de production, notamment de Taïwan, internationale, pour pouvoir produire les microprocesseurs en Chine, l'économie chinoise ne pourra pas tenir quelques jours. Donc la situation, elle est fébrile, si vous voulez. C'est une question de survie pour la Chine et de course contre la montre. Donc nous avons ici, si vous voulez, un cocktail absolument phénoménal, avec une Europe qui est très très affaiblie, avec pas d'armée du tout ou très peu, très endettée, des États-Unis extrêmement endettés, avec un dollar qui tient grâce à la confiance, mais le jour où la confiance n'est plus, le dollar n'est plus, n'oublions pas que la valeur numérique du dollar, c'est 240, qui est la même valeur numérique qu'à Malek. Donc, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, si le dollar s'effondre, le marché financier s'effondre, et à partir de ce moment-là, tous les sociétés de placement et de crédit dans le monde entier risquent d'en subir les conséquences, notamment au niveau des retraites et des plans d'épargne. Donc la situation, elle est, si vous voulez, sans être jusqu'au boutiste, elle est quand même assez grave, pour ne pas dire très grave. Aujourd'hui, et notamment avec ces tensions internationales, l'Ukraine, selon moi, ce n'est qu'un écran, ce n'est qu'une vitrine. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est beaucoup plus redoutable. Ce sont ces gens-là, qu'on dit très très riches, multimilliardaires, qui ont le sentiment d'avoir été démasqués et donc de faire une course en avant, sur un plan qui, oui, avec comme dit Louis, l'épée, n'est-ce pas, une course en avant de manière à essayer de reprendre le contrôle de la situation. Ils sont quelque part épouvantés parce que, par exemple, les élections en Israël n'ont pas été perçues par eux comme étant logiques. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé parce qu'ils ont mis des milliards par l'intermédiaire de leurs associations en Israël de manière à maintenir, entre guillemets, la gauche au pouvoir, je dis bien entre guillemets, mais entre guillemets, ils ont été extrêmement surpris par les résultats, donc ils sont aujourd'hui dans l'expectative, ils sont dans, si vous voulez, la défensive, mais ils vont prendre très vite l'offensive en essayant évidemment de discréditer. Je n'ai pas compris, qui a donné des milliards à la gauche? C'est financier, etc., de manière à affaiblir Israël de l'intérieur.
il est évident qu'Israël est truffé d'associations dites humanitaires, etc., démocratiques, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, cet argent-là vient de ces sources-là. Une cinquième colonne. Une sorte de cinquième colonne qui a été construite, y compris les ennemis qu'on appelle aujourd'hui palestiniens, qui sont financés largement par l'Europe, mais aussi par les États-Unis, d'une manière plus ou moins secrète, et qui ont les moyens de leurs moyens, si vous voulez, d'avancer dans un plan qui est un plan qui les dépasse complètement. Donc nous sommes là, si vous voulez, dans une course contre la montre, non seulement en Israël, mais dans le monde entier, qui fait que les fils de la lumière contre les fils des ténèbres, qui fait que véritablement Dieu ne peut qu'intervenir, parce que s'il n'intervient pas, on va, si vous voulez, devant un mur. On est devant un mur, Chaim. Rav, on est devant un mur. Mais de toute façon, parce que je n'avais pas fini mon propos concernant un homme qui est contemporain, pratiquement, Winston Churchill, en 1920, et qui disait, écoutez bien, cette conspiration mondiale pour le renversement de la civilisation et la reconstitution de la société sur la base d'un développement arrêté, d'une malveillance envieuse et d'une égalité impossible n'a cessé de croître. Elle a joué un rôle tout à fait reconnaissable dans la tragédie de la Révolution française. C'est ce qu'on avait dit avec Adam Weishaupt et compagnie. Bien sûr. Les Jacobins, c'était les alliés de ce mouvement Illuminati qui était déjà un tremplin pour la Révolution américaine. Elle a été le ressort de tous les mouvements subversifs au cours du 19e siècle et maintenant, et enfin cette bande de personnalités extraordinaires issues des bas-fonds des grandes villes d'Europe, d'Amérique, a saisi le peuple par les cheveux et est devenu pratiquement les maîtres incontestés d'un énorme empire. C'est ça. Donc, c'est en fin de compte une hydre qui s'est développée pendant 240 ans. Et aujourd'hui, je vous ai dit, le diable vient réclamer son dû, mais ce n'est pas le diable aujourd'hui qui vient réclamer son dû, c'est Hachem qui vient réclamer son dû. Parce qu'en fin de compte, on est arrivé à une situation où le plan de l'univers, il est complètement perverti. Un homme, il était dit qu'un homme, au temps du Mashiach, qui parlerait vrai, on le prendrait pour un fou. Et on est dans cette situation. Vous êtes en société, hier, ça m'est arrivé. Et même parmi… Le Talmud dit que juste avant la délivrance finale, c'est à la fin de Masechet Sanhedrin, que la vérité disparaîtra complètement. Bien sûr. Rav, permettez-moi, je ne lui dirai pas tout, mais quelques-uns pour vous. Vous voyez, j'ai eu ce document secrètement. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous posséderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. Décupler la société des loisirs qui nous est profitable, en nous servant de l'invention de la vidéo que nous avons financée et des jeux qui lui sont attachés. Finissons par pervertir la morale de la jeunesse. Ben, toute la jeunesse est devant son téléphone aujourd'hui. Être possédé par ses sens est esclave de ceux-ci, nous le savons. Encourager les contestations étudiantes pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de leur territoire. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave. Bien sûr. Voilà, c'est le plan. Il y a tous les points. Et sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations. Alors, comment vous voulez qu'ils acceptent un Netanyahou ici? À les isoler en fractions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns contre les autres dans des guerres intestines. C'est la situation, nous sommes en situation d'une guerre civile qui ne dit pas son nom. Idéologiquement, on n'est pas arrivé encore à la violence, mais ça pourrait déboucher là-dessus. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents, déjà infiltrés dans les ministères des Affaires étrangères, gouvernementales et de l'émigration des États-nations, fassent modifier en profondeur les lois de tous les ministères. D'où l'immigration sauvage, d'où l'immigration galopante.
Eh bien voilà, la réponse à Fabien. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les ports des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières, une immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée et ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations, ciblées, nous provoquerons chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de les déstabiliser au niveau économique et au niveau intérieur et de faire augmenter les tensions raciales au sein de leur territoire. Et voilà, c'est tout le plan qu'on a vécu ces dernières années et qui ont conduit ce qu'on appelait les belles démocraties à un effondrement total. Puisque ces dernières années, quand on avait le malheur de commencer une dialectique qui était différente du politiquement correct, eh bien, on disait, attends, mais tu parles comme un fasciste, là. On est en démocratie. Mais quelle démocratie? Ces démocraties sont mortes déjà depuis 40 ou 50 ans. Bien sûr. Puisqu'on a des machines à voter. Aux États-Unis, on nous avait annoncé pendant des mois que le Parti démocrate était en perdition. Et voilà que le jour des élections, il reprend la Chambre des représentants. Il manquait un siège pour qu'ils aient la majorité. Comme par hasard, dans la nuit, le siège est arrivé. Quelqu'un a dit, mais oui, aux États-Unis, on dépouille les bulletins 3 jours après et on reçoit encore des bulletins acceptables 3 jours après les élections. Bon, alors c'est du cirque, c'est tout. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a un leader républicain qui s'appelle en Floride, Ron DeSantis, il est agréé par les démocrates parce qu'en fin de compte, le gouvernement occulte qui dirige, peu importe si c'est les républicains ou les démocrates, mais il faut que ce soit un républicain clean, c'est-à-dire qui accepte le jeu. On te donne président, mais on continue comme si rien n'était. Par contre, un type comme Trump, là c'est dangereux, parce que là, il faut enlever le système. Et en quoi il est dangereux, Trump? Parce que déjà, il dénonce l'État profond. Ah oui, dans le sens qu'il part en guerre contre tous les complotismes. Bien sûr, bien sûr. Donc, on est, de toute façon, on est aux États-Unis aussi à la croisée des chemins. Ce que les urnes n'exprimeront pas, ce sera la rue qui l'exprimera. Et malheureusement, ça risque d'être dépassé la rue parce que moi, mon sentiment profond, c'est qu'on est à la veille d'un très, très, très grand conflit international, puisque les choses, elles vont s'articuler les unes aux autres à travers 3 grands pôles de conflit. Ça va être le conflit de l'Europe, car l'Ukraine, pour moi, je l'avais dit à Fabien déjà au début, pour moi, c'est la Tchécoslovaquie de 1939. Les choses vont évoluer. La Russie ne perdra pas. Aujourd'hui, on crie cocorico parce que les forces ukrainiennes sont rentrées à Kherson, mais en fait, c'est un repli, j'ai étudié les articles de divers, c'est un repli stratégique. Par contre, ce qu'on ne dit pas dans les médias mainstream, c'est que les forces ukrainiennes ont un mal fou sur la République du Lugansk et des combats terribles se livrent où les pertes de l'armée ukrainienne sont énormes. La Russie tient encore 60%. Et ils viennent de mettre en garde des hauts personnages du Kremlin. À savoir, nous avons adopté à la Douma le fait que ces républiques sont partie de la Fédération russe. Autant dire que, en dernier recours, nous utiliserons tout pour les récupérer. Donc ça, c'est déjà le premier pôle. Le deuxième pôle, on en a parlé, on l'a bien suffisamment évoqué. Imaginez que la Russie va s'attaquer à l'Europe. Comment? Vous pensez que la Russie va s'attaquer à l'Europe? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et d'une certaine manière à Israël aussi, puisque Israël est du côté des Ukrainiens. Oui, puisque depuis que maintenant il y a cet axe avec l'Iran qui s'est créé, la marge de manœuvre israélienne dans la défense est délicate. Parce que, heureusement, moi c'est un des points qui m'a fait souffler
quand j'ai vu Bibi, même si je suis un homme de droite, arrive au pouvoir, c'est que j'avais entendu quelques jours avant, nous allons reconsidérer la position d'Israël pour livrer des armes offensives à l'Ukraine. J'ai dit, on fait une chose comme ça, mais on a la Russie sur le dos. Comment elle pourrait agir? Elle pourrait agir avec son levier de l'Iran, et l'Iran avec son bras armé, le Hezbollah, et on a une guerre au Moyen-Orient. Bien sûr, mais c'est évident. Voilà. C'est évident. C'est mon analyse personnelle. C'est le mal qui est arrivé véritablement à sa phase la plus expansive. Alors, une dernière question, mes amis. Oui. Comment vous imaginez que le monde va se réveiller? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, d'abord, la désinformation est telle, l'endormissement est tel, est tellement profond que seuls quelques-uns, j'allais dire quelques centaines de milliers, quelques petits millions de personnes vont comprendre. La plupart des êtres sont endormis. Vous savez, le Refetz Chaim, à un moment donné, on lui a dit, mais Rav, mais pourquoi vous êtes tellement triste en ce moment? À la sortie du Shabbat. À la sortie du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plusieurs Shabbatots que vous êtes très triste, vous ne voulez pas monter la Torah, etc. Vous embrassez la Torah et vous retournez chez vous. Vous savez, à l'époque, les appartements étaient à l'intérieur de la synagogue pour les rabbinim, bien entendu, pour les grands rabbins, et ils avaient une ou deux pièces à l'extérieur, mais interdite dans la synagogue. Il rentrait chez lui, il ne participait pas à la prière. On lui demandait, mais enfin, Rav, pourquoi? Pardon, qu'est-ce qui se passe? Il a dit comme ça. Il a dit, vous savez, aujourd'hui, à notre siècle, le peuple juif dort. Il dort profondément. Mais juste avant la sortie du Mashiach, des épines, des aiguilles qui rentreront dans leurs yeux, ne suffira pas à les faire réveiller. Ils seront dans le coma, un coma très, très, très puissant, très profond. Et c'est ça. Donc, si on dit comme le Rav Sokolov que la majorité aujourd'hui sont du Erev Rav, on comprend qu'ils ne veulent pas se réveiller puisqu'ils veulent détruire Israël. C'est ça. Absolument. Dans le monde, attends, excuse-moi, je finis. Dans le monde, il y a quand même ces Baruch Hashem, ces lumières qui sont ce qu'on appelle tout le temps l'or Aganouz, cette lumière intérieure qui vient de l'immensité de l'univers, qui vient de Kadosh Baruch Hu, qui est en nous et qui est en train de se réveiller progressivement, mais sûrement, pour répondre à votre question, il y aura certainement un ventre qui va permettre l'accouchement du Mashiach. Cette ventre sera une armée, cette armée j'allais dire, de réserve, qui ne sera pas seulement juive, elle sera universelle, elle sera juive. Abisham Bar Yochai dit que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des nations. Des nations, c'est exactement. Et elles vont. Pachat Bereshit. Absolument, elles vont tout simplement se révolter progressivement parce qu'elles vont comprendre que la situation est très très grave, elle est sans issue. Et à partir de ce moment-là, ils ne risqueront rien parce qu'ils iront tous en même temps et c'est ça qui va provoquer la sortie du Mashiach avec cette voix, etc. dans Internet. C'est ce qu'on pense. Rav, je voulais vous dire une chose par rapport à ma vision qu'on peut qualifier de pessimiste, même si je suis optimiste sur la fin de l'histoire, c'est que, en fin de compte, je livrerai une information à Fabien qui montre qu'il y a une manigance totale à partir de l'état profond pour provoquer ce conflit qui va malheureusement dégénérer. Je vous l'annonce, vous ne le savez pas, l'armée française rentre dans de très grandes manœuvres dans les jours qui viennent et le titre de ces manœuvres, c'est « Conflit à haute intensité ». Ça veut tout dire. Contre la Russie. Comment? Contre la Russie. Bien sûr. Rav, quand j'ai fait mon service militaire dans les années 70, en France, en Allemagne, puisque j'ai été envoyé en Allemagne, je me rappelle comme si c'était hier, le colonel du régiment qui disait « Nous devons nous préparer à être prêts dans les 24 heures contre une attaque des Rouges, la Russie. Et nous avons droit à 50% de pertes dans notre régiment pour donner le temps à l'arrière de monter. » Donc déjà, c'était sur le tapis. Bon, alors, on termine par un petit optimiste Sfarad.
De toute Elle est, façon, elle est- façon, nous allons vers le bien, nous sommes très optimistes, attention, c'est l'accouchement qui est difficile, qui va être douloureux, mais en fin de compte, après cet accouchement, le bébé sera radieux, l'humanité sera radieuse, on arrivera aux équilibres et à l'harmonie universelle, enfin, comme autour d'Adam Arishon avant la faute. Attention, Chaim, il ne faut pas se tromper. C'est l'accouchement qui est difficile. C'est quelques mois, quelques petites années, mais pas plus. À partir de ce moment-là, après ça, ça sera grandiose, absolument grandiose. Donc il faut tenir. De Il toute faut façon, la Torah est une. la Torah est une. de toute façon, si on se retourne dans l'histoire, la création d'Israël et le développement de l'État d'Israël tel qu'on l'a connu n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu les événements que l'on a connus, à savoir que la déclaration de Balfour, qui a été déclarée en 1917, elle est intervenue en plein conflit de la Première Guerre mondiale. Et la deuxième, on sait très bien par quoi ça s'est soldé. L'Holocauste avec 6 millions. Et les survivants venant en Israël de tous les Ashkénazes d'Europe, qui ont entraîné par là même un effet de bascule vers le monde arabe ou qui a rejeté leur population juive. Et donc, toute une dynamique de l'histoire pour voir un État aujourd'hui tel qu'il est. Malheureusement, il n'est pas parfait, mais le bébé sera parfait quand il y aura la troisième phase que Dieu va appliquer. Alors, on peut terminer en rappelant ce proverbe chassidique Yerida letzorer aliyah. On tombe, on tombe, on tombe, on tombe, mais dans le but de se relever. Voilà, c'est ça. De toute façon, Rav, le maître de l'univers ne peut pas, c'est toute votre vie dans la Torah, continuer à supporter les déviances de nos mœurs dans les sociétés occidentales aujourd'hui. Bon, mais j'espère qu'il ne mangera pas un couscous pendant que tout ira mal, parce que… Sans le finir. Surtout Comment s'il est accompagné d'un café des fiches. Écoutez, c'était un échange vraiment magnifique. J'ai hâte qu'on reprenne un cours avec Monsieur Drey et Monsieur Ababou. Et c'est vraiment des échanges, vous êtes des personnages vraiment authentiques, des vrais de vrais. Et Des on combattants de la lumière. programme, comment? Des combattants de la lumière. Voilà, et on programme, Aussi, bien, on programme un prochain cours avec Monsieur Drey, d'accord? avec plaisir, les autres. Voilà. Alors, on essaye de se voir demain pour… de quoi on va parler demain? On va parler de Chaye Sarah. Ah, Chaye Sarah, d'accord, très bien. Alors, je vous souhaite, Refouach Lema. Les fois chez les Oui, merci beaucoup et merci 1 milliard de fois pour ces interventions tellement extraordinaires. Vous êtes des gens extraordinaires et magnifiques. Merci beaucoup. Juste un petit mot avant Oui. de couper. Moi, vous savez, comme la dernière fois, on avait une intervention, on avait eu un appel d'un ami à moi qui s'appelait Youssef. Et je vous ai dit, Oui, ah oui, Youssef. Oui, c'était le prototype de l'homme juif dans une société complètement pervertie qui a gardé son identité et qui, grâce à sa tenue, a permis à l'histoire de s'accomplir telle qu'elle a été. Mais hier soir, nous avons eu une grande fête dans la famille et c'est un symbole pour moi. Je pense qu'un clin d'œil d'adieu. Ma fille aînée a fait 40 ans et nous avons fait une fête à Revava hier soir, à côté d'Ariel, malheureusement, où il y a eu l'attentat aujourd'hui. oui, malheureusement. On a fêté ça, on était une vingtaine de personnes et j'ai dit, c'est un grand cap, 40. Et effectivement, c'est le cap que le peuple juif a tenu pour sortir du désert pendant 40 ans. Alors espérons, maintenant, prochainement, on approche des fêtes de Hanouka, que le miracle des Maccabées se renouvellera et que Nissim Beniflaot. Amen. Grâce au mérite des femmes, et notamment de Judith, Yehudit. Et de Sarah. Et de Et Sarah. et c'est ça. Et de Sarah. Allez, Mais bonsoir. Sarah est le Gilgul de Chava et elle se réincarne dans la femme du Mashiach, Évidemment, qui sera Chava elle-même. D'accord? évidemment. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Mashiach ne vient pas. Il est en train de chercher son âne et il ne le trouve pas. C'est peut-être vous. Comment? C'est peut-être vous.
Non, non, moi je suis marocain, je ne suis pas ashkénaze. Hein. Alors, et l'âme du Mashiach sera ashkénaze, ça c'est sûr. Mais vous savez que Chouchani, qui était pour moi, Ouais. c'est un personnage qui m'a interpellé énormément. J'ai lu ses livres, des livres sur lui et tout. Je considérais que c'était le Eliyahu Hanavi de sa génération. Oui, ben on avait parlé de ça avec Moshe. Et, En fait, il était ashkénaze fondamentalement, mais il a été changé de nom et d'identité à Casablanca pour se faire appeler Mordechai Ben Susan. ben, c'est comme moi, je m'appelle Dinovitch, mais en vérité, je suis le Rav Abitboul. Attends, il y a quelque chose avec vous. Il y a un kécher avec un Chouchani. Voilà. Merci beaucoup, mes amis, et on programme très vite une prochaine rencontre avec Monsieur Drey. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup et mille fois merci. Portez-vous bien. Merci, 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 merci. Au revoir.